Le gouvernement a interpellé à l'Assemblée nationale sur des questions d'actualité, la qualité du réseau des télécommunications, la gestion des médias publics et divers autres sujets. Au total, 10 questions orales étaient adressées au gouvernement. Une troisième vie pour les grands moulins du Burkina à travers la minoterie du Faso. L'usine fermée en 2008 va revivre avec la détermination du gouvernement qui a mis les moyens pour relancer cette usine qui porte un enjeu pour l'économie burkinabé. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la minoterie ont pris fonction. Guigma Camille s'empare du Graal à la finale de Faso Academy, une véritable revanche pour le candidat de Ouagadougou qui a échappé de peu à l'élimination en quart de finale. Madame, Monsieur, voici votre 20h. Bienvenue aux actualités. Des questions préoccupent les élus de la nation, la qualité des services de téléphonie mobile, le fonctionnement de l'hôpital de Bobo-Dioulasso, les actions entreprises pour rendre effectif le transfert du préscolaire et du post-primaire au ministère de l'Éducation nationale. Les ministres concernés sont interpellés à l'hémicycle. Jean Koulidiati du développement de l'économie numérique, Léné Sebgo de la santé et Komba Bolibari de l'éducation nationale et de l'alphabétisation se sont succédés pour apporter des réponses aux questions des députés. Le reportage de Anatole Nakoulma et Anna Lusikiri. Komba Bolibari, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était la première à se prêter aux questions d'actualité des députés, dont celle relative aux actions entreprises par le gouvernement pour permettre le transfert du poste primaire à son département. Elle a également fourni des éléments de réponse à la question d'actualité du député Amadou Sanon portant sur la fermeture des cités universitaires de Ouagadougou et les poursuites judiciaires des étudiants. Avec plus de dialogue, avec plus de tact, on aurait pu éviter ça. Donc c'est ce que j'ai tenu à faire ressortir et aussi le fait de la situation des étudiants qui font l'objet actuellement de poursuites. Puis, c'était au tour du ministre en charge du développement de l'économie numérique et des postes de répondre à la question d'actualité du député Achitab Soba sur le fonctionnement des téléphonies mobiles. Le gouvernement prendra ses responsabilités en conformité avec la loi qui prévoit en effet un mécanisme graduel de sanction ainsi qu'il suit. Soit l'augmentation du niveau de la sanction financière jusqu'à un maximum de 3% du chiffre d'affaires hors taxe, le nombre de renouvellement des licences et enfin le retrait de la licence. Les téléphonie mobile subissent même des sanctions pécuniaires et malgré les sanctions, la qualité continue de baisser. Donc il faut autre chose, il faut un autre type de sanctions, il faut d'autres types de décisions et c'est ce que nous avons suggéré au gouvernement, à savoir qu'au lieu de multiplier le nombre d'opérateurs, puisqu'il y a un 4e opérateur qui est annoncé, et maintenir un certain nombre d'opérateurs et procéder au remplacement de ceux qui sont défaillants. Le ministre de la Santé est revenu sur la création de l'hôpital de Bobo-Dioulasso en 1925. Ce centre hospitalier régional qui devrait prendre en charge tout au plus 100 000 personnes reçoit aujourd'hui des malades de 3 provinces. C'est pour cela que le gouvernement a décidé également le 2 octobre de construire maintenant un nouvel hôpital universitaire à Bobo sur un nouveau site parce que le site actuel est suffisamment réduit pour prendre en compte le volet formation universitaire. Alors, parlant de l'imagerie, parce que la question concerne cela, effectivement, le scanner a été mis en panne pendant 5 mois, de décembre 2012 à avril 2013. Le scanner est actuellement fonctionnel et les éléments de radiologie en termes de réactifs existent également. Le ministre Léné Sebgo répondait ainsi aux préoccupations du député Nestor Bastière. Les auteurs de ces différentes questions d'actualité ont eu droit à la parole pour réagir après les interventions des membres du gouvernement avant que le président de l'Assemblée nationale mette un terme à la première série de questions au Parlement. Outre ces sujets d'actualité, les députés ont adressé 10 questions orales au gouvernement, dont une question orale suivie de débats. Des questions portaient essentiellement sur la consommation de boissons frélatées par des jeunes scolaires, la gestion des médias d'État, la couverture télévisuelle du territoire national et le rejet du transfert du poste primaire au ministère de l'Éducation nationale par certains acteurs de l'enseignement. Anatole Nakoulma et Anna Lusikiri reviennent sur les grands moments de ce débat à l'hémicycle. En plus de la question d'actualité, les députés ont adressé d'autres questions orales sans débat au ministre de l'Éducation nationale. Ces questions orales concernaient notamment les difficultés objectives liées au transfert du préscolaire et du post-primaire au département de l'Éducation nationale. L'occasion a été donnée au ministre Komba Bolibari d'affirmer
que le transfert n'aura pas d'incidence négative sur la carrière des enseignants. Pour les auteurs de ces questions orales, il faut que le ministre et ses collaborateurs poursuivent les actions de sensibilisation. Interpellé pour la seconde fois, le ministre de la Santé s'est prononcé sur les risques liés à la consommation des poissons frélatés suite à la question orale de Lulu Awakoté. Pour nous, la question est simple. On sait d'où ça vient. On connaît ceux qui amènent ces boissons au niveau du territoire burkinabé. Il suffit simplement d'interdire parce que véritablement aujourd'hui, ça constitue un fléau grave qui porte vraiment atteinte à l'avenir même de notre jeunesse. Nous allons demander que tous les consommateurs se disent que leurs droits leur permettent de dénoncer tous les produits frélatés qui sont sur le marché, toutes les unités industrielles qui produisent des alcools frélatés. Maintenant, il appartient à l'État de jouer son rôle de répression et de fermeture de ces unités qui sont des unités de boissons frélatées. 4 questions orales étaient destinées au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La question orale avec débat du député Amadou Traoré sur la communication gouvernementale et les questions orales sans débat des députés Dieudonné Sawadgo, Lona Charles Ouattara et Ablassé Ouedraogo portant sur la gestion des médias d'État, la couverture complète du territoire national avec des programmes de la radio et de la télévision et la diffusion tardive des éléments. Nous pensons que les interpellations qui ont été faites ici vont amener le gouvernement à imaginer les voies et moyens de toujours faire reculer donc, les frontières et véritablement permettre à notre pays de disposer donc d'une presse libre, dynamique et qui véritablement contribue à la formation, à l'information, à la sensibilisation des citoyens pour leur permettre une participation citoyenne donc, au développement de notre pays. Pour le ministre Baba Ama, la couverture complète du territoire par les programmes de la radio et de la télévision est une préoccupation du gouvernement. En atteste la création des ETB régions. C'est dire que toutes les populations devraient, dans un proche avenir, recevoir des nouvelles de leur province et des autres localités avec plus de 80% des émissions produites dans les langues de leur terroir. Parlons à présent éducation. L'école primaire publique de l'Algaï a 50 ans depuis sa fondation. Pour l'occasion, le Premier ministre a fait le déplacement de l'Algaï pour saluer les initiateurs de cette œuvre. Au premier chef, Naba Sanyinga et tous ceux qui ont contribué à la promotion de l'éducation dans cette localité du Burkina. Le Jubilé d'or a réuni également anciens et actuels élèves et enseignants pour saluer le travail abattu depuis 50 ans. Pendant 50 ans pour faire reculer l'ignorance. Reportage de Aboubakar Sagnon. À la place de ce bâtiment se trouvait en 1963 un hangar qui a servi de classe à la première promotion de l'école primaire de l'Algaï, composée à l'époque de 13 filles et de 62 garçons. 50 ans après, les jeunes générations accueillent dans la liesse le chef du gouvernement burkinabé pour commémorer le jubilé d'or de leur école. Le ministre Jean-Bertin Ouedraogo des infrastructures et Koumba Bolibari de l'éducation nationale, parrain de la cérémonie, ont salué les efforts déployés par les pionniers pour lutter contre l'obscurantisme. Car en un demi-siècle d'existence, l'école a formé plus de 2500 élèves, dont certains font aujourd'hui la fierté de la localité et du pays. Le souvenir que je garde le plus de mon passage à cette école-là, c'est l'association École Production. Parce que l'école avait à l'époque une coopérative qu'on appelait coopérative des élèves de l'Algaï, qui avait un jardin à son compte, qui entretenait des champs de production pendant les vacances. Et tout cela contribuait à améliorer, j'allais dire, le quotidien des élèves à l'école, mais également à permettre la prise en charge d'un certain nombre de dépenses dont certainement les parents n'auraient pas pu le faire. C'est la contribution à la cantine scolaire à l'époque, c'est la contribution à l'achat des médicaments pour les enfants qui allaient au dispensaire de Dourtenga, parce qu'il n'y en avait pas ici également. Et puis c'était aussi, j'allais dire, l'apprentissage pour un meilleur éveil des enfants. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a surtout salué l'implication des populations de l'Algaï dans la réalisation de cette école, notamment celle de Naba Sanyagba, dont le plaidoyer a abouti à l'implantation de l'école en 1963. Il y a très longtemps que des parents ont toujours pensé que l'école était une voie incontournable pour permettre à leurs enfants d'évoluer. Donc c'est pourquoi je tenais donc à être ici à l'Algaï pour magnifier l'école burkinabé, pour exprimer toute la reconnaissance de la nation
aux initiateurs de l'école Lalgaï pour saluer également la mémoire de tous les instituteurs et institutrices qui sont passés par cette école. Nous sommes à un taux de scolarisation brute de 80%. Il nous reste 20% et nous souhaitons que nous puissions atteindre donc les objectifs de l'OMD en 2015 à 100% et cela est entre nos mains. En guise de cadeau d'anniversaire, du matériel composé de 4 ordinateurs et d'un important lot de fournitures a été remis aux responsables de l'école. Le Premier ministre a aussi procédé à l'inauguration du CEG de l'Algaï, un établissement d'enseignement secondaire que pourront intégrer plus tard ces jeunes élèves de l'école primaire. Il a encouragé le corps enseignant et les a appelés à plus de sacrifices pour un enseignement de qualité au Burkina Faso. Le Premier ministre a également procédé à l'Algaï au lancement officiel des travaux d'aménagement de 118 km de pistes rurales. 10 pistes dans 3 provinces, à savoir le Bazega, le Koulpelgo et le Kouritenga sont concernés. Nous reviendrons sur cet événement dans nos éditions de demain. Le lycée Bethel de Gourcy s'agrandit avec 8 nouvelles classes, des classes construites par un investissement de 144 millions de francs CFA. 144 millions de francs CFA octroyés par l'association évangélique d'appui au développement et ses partenaires Giving Africa et Article 25 qui veulent faire de cet établissement une référence dans la région du Nord. Le reportage de Oswald Gaëtan Segda. Le lycée Bethel de Gourcy, qui a pour mission de lutter contre la déperdition scolaire, compte désormais 13 classes. Les 8 nouvelles constructions, inaugurées ce 8 novembre, vont permettre de résoudre le problème des effectifs pléthoriques. L'initiative est de l'association évangélique d'appui au développement, AEAD, soutenue par ses partenaires. Nous voulons que les enfants qui sont dans les villes, dans les zones rurales, ne soient pas complexés avec les jeunes qui sont dans les capitales comme Ouagabougou, qu'ils aient un cadre où ils peuvent étudier et puis avoir les mêmes compétences que les jeunes qui sont dans les grandes villes. I love the African spirit, I love the heart. J'aime l'Afrique, j'ai de l'amour pour le Burkina Faso et j'ai aussi de l'amour pour accompagner l'œuvre du pasteur Philippe dans le sens où il veut développer l'éducation au Burkina Faso. Le projet a coûté 144 millions de francs CFA. Pour le ministère de l'Éducation nationale, le lycée Bethel est un exemple de diversité d'offres d'éducation et de formation. Comme cet établissement accueille ceux qui quittent les centres d'alphabétisation et les centres d'éducation non formels, donc qui acceptent d'assurer la passerelle qui permet à ceux-là qui sont déscolarisés ou qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école de pouvoir poursuivre et de pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité. Pour l'horizon 2017, l'ONG compte offrir une gamme de services permettant aux populations de ces zones d'intervention de s'autosuffire en aliments et d'avoir des activités génératrices de revenus. 16 officiers supérieurs venant de 14 pays achèvent leur formation à l'EMTO, l'école militaire technique de Ouagadougou, et sont déclarés opérationnels pour le soutien des opérations sur le terrain. Reportage Maxime Zongo. Très déterminante lors des opérations sur le terrain, la logistique est un élément essentiel pour le militaire. Au Burkina, c'est l'école technique de Ouagadougou, EMTO, un des centres d'excellence en Afrique qui assure la formation. Pour cette 5e promotion qui vient de boucler son cycle, c'est naturellement un sentiment de satisfaction de la hiérarchie pour mission accomplie. En termes militaires, on dit une mission, des moyens. Et la logistique constitue, dans les questions des missions des forces armées nationales, un domaine important qui peut déterminer le succès ou de l'échec de la mission. Donc ce stage a permis de former des officiers ayant chacun une certaine expérience, venant de plusieurs pays d'Afrique, dans le Burkina Faso. Et je suis certain que les exercices qu'on a joués au cours de ce stage permettront à nos logisticiens de réaliser encore plus de performances dans les missions futures qui pourront leur être confiées. La formation qui a duré 6 semaines était axée sur des cours théoriques et des exercices pratiques. Venus de 14 pays du continent africain, les stagiaires sont au nombre de 16. Ils ont pu acquérir des connaissances logistiques nécessaires au soutien des opérations et sont aussi désormais aptes à occuper des fonctions de haut niveau.
Une commission technique de l'Office national de sécurité routière statue sur les dossiers des accidents graves qui sont survenus sur nos routes. Les personnes mises en cause passent devant cette commission technique pour se défendre. Elles peuvent se voir retirer le permis de conduire. Armel Melo et Oswald Gaëtan Segda. Après Koudgou en décembre 2012, Bobo Dioulasso en septembre 2013, c'est à Kaya dans le centre-nord que se tient la session foraine de la commission technique spéciale de retrait de permis de conduire. Instance administrative de l'Office national de la sécurité routière, ONASER, la commission technique spéciale est chargée de statuer sur les dossiers des accidents graves et mortels qui occasionnent diverses pertes. Nous espérons tirer des leçons pour un peu changer de comportement, c'est ce que nous souhaitons, parce que nous constatons que la plupart des accidents sont du fait de l'homme. Ce n'est pas seulement de là, c'est du fait de l'homme. Et nous espérons que des sessions foraines comme ça vont contribuer à un changement de comportement dans la circulation routière. Si aujourd'hui il y avait accident zéro, l'ONASER serait le premier à applaudir. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais ce que nous attendons, c'est que cette session foraine-là contribue à un changement de comportement, comme je l'ai dit. Et que de plus en plus sur les routes, on n'ait pas des situations dramatiques qui endeuillent les familles et qui endeuillent la nation. Cette session, initiée donc par l'ONASER, tient lieu d'activités de sensibilisation au profit des usagers de la route à plus de prudence et à l'émergence d'une culture de la sécurité routière au Burkina Faso. Tous les automobilistes et leurs passagers devront s'habituer à porter la ceinture de sécurité. Dans quelques 2 mois, oublier de respecter cette consigne élémentaire sera passible d'amende. Le gouvernement a décidé effectivement depuis le 6 novembre que le port de la ceinture de sécurité serait désormais obligatoire. Comment le public burkinabé accueille-t-il cette mesure? Suivez leur réaction dans ce reportage que nous propose Claudine Bikaba. Ah, c'est vrai, on a oublié ça. Mais merci de nous avoir rappelé. Merci beaucoup. Est-ce que d'habitude ou bien est-ce que ça... Non, bon, on a oublié, sinon on vient de quitter tout de suite ici seulement. Un oubli qui peut être fatal pour l'automobiliste et son passager à bord, mais aussi pour les autres usagers de la route. Et c'est dans le but de réduire le risque des accidents, surtout mortels, et contrecarrer la montée de l'incivisme de ces derniers temps liés aux accidents de la route que le gouvernement a décrété en Conseil des ministres du 6 novembre dernier l'obligation du port de la ceinture de sécurité à partir de janvier 2014. Une mesure qui semble faire l'unanimité auprès de ces automobilistes. Je peux porter, mais ça dépend. Ça dépend. Moi, quand je suis pressé, je ne porte pas. Sinon, j'avais porté avant, mais quand j'ai démarré, je n'ai pas pu porter encore. Quoi. Sinon, je peux le porter. Le gouvernement a sorti un décret de retour récemment là, oui. Donnant obligation aux... que je ne sais pas d'abord. Quelle appréciation faites-vous? C'est une très bonne appréciation, mais je n'ai pas encore vu ça. Non, ça s'applique à partir de janvier, mais quelle appréciation faites-vous de ça? Non, c'est une bonne initiative. Moi, généralement, de toute façon, je ne le porte pas parce que quand je conduis en ville, sinon quand je suis en voyage, je le porte obligatoirement. C'est dommage, ma ceinture de sécurité est abîmée. Sans quoi il est nécessaire la ceinture de sécurité. Quand on porte la ceinture de sécurité, tu es en sécurité, plus en cas d'accident, tu es bien protégé. Je trouve que c'est bien, parce que ça va permettre d'éviter les accidents. La route tue et on ne cessera de le dire car beaucoup d'accidents mortels surviennent par manque du réflexe du port de la ceinture de sécurité. Et il ne reste plus que tout le monde adhère à cette mesure pour sauver des vies. La cybercriminalité, tout comme le blanchiment des capitaux, est source d'insécurité. Les magistrats doivent bien appréhender ces phénomènes pour mieux les juger et les condamner. Le ministère de la Justice vient d'organiser une formation à leur intention. Ismaël Melo et Nyakite Da. L'objectif du ministère de la Justice, à travers cette session de formation d'une semaine à l'intention des magistrats, était de renforcer les capacités des acteurs de la justice en matière de lutte contre la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Face à ces phénomènes qui sont devenus des préoccupations à l'échelle planétaire, le Burkina ne peut rester en marge. Pour les magistrats, cette formation est la bienvenue. Ils sont désormais outillés pour mieux appréhender ces questions de criminalité.
Les formations nous ont montré donc de nouvelles formes de criminalité à travers la cybercriminalité. Vous savez que l'outil informatique, du fait de la globalisation, c'est devenu un outil incontournable pour tous nos pays, riches ou pauvres. Mais ça nous a appris également que c'est un outil, à la fois il est important, utile, à la fois il est extrêmement dangereux. Nous le constatons chaque jour dans les cyber à Bobo, des individus qui, à travers des postes d'ordinateur, créent de graves problèmes à d'autres personnes. Donc c'est un problème plus que d'actualité. Il faut dire que ce séminaire va renforcer leurs capacités à pouvoir en tout cas mieux comprendre la situation et à pouvoir gérer les dossiers dont en tout cas ils ont la charge. Le ministère de la Justice, en partenariat avec le cabinet Afrique Compétences, a permis aux magistrats burkinabés de partager l'expérience d'experts nationaux et marocains en matière de lutte contre la cybercriminalité et le blanchiment d'argent. Que vous allez en Europe ou partout dans le monde, actuellement, ce qui est vraiment d'actualité, et surtout dans notre cas, dans la sous-région, où l'instabilité ou l'insécurité est là, donc ça se lit de tous les jours. Donc c'est pour cela que nous avons tenu quand même à animer ce séminaire au profit des magistrats qui sont les premiers à dire la loi. Burkina a fait des pas en avant immenses. Maintenant, compte tenu de la situation sociale, avec la population qui est en partie analphabète, sous-bancarisée, etc., il est évident que la partie n'est pas encore gagnée. Les magistrats ont souhaité l'élargissement de cette formation aux autres acteurs non moins importants que sont les banques, les personnes assujetties et tous ceux qui sont impliqués dans les transactions. Voilà, c'était un reportage signé de Armel Melo et de Oswald Segda. La minoterie du Faso entre dans une phase active et opérationnelle avec l'installation de son président du conseil d'administration et son directeur général. C'est une société qui naît sur les cendres de la GMB, créée en 1970 et qui a connu par le passé des moments de gloire. La réouverture de l'usine tient de la détermination du gouvernement qui veut donc donner une réelle impulsion à l'économie du Burkina Faso. Reportage signé de Moumouni Barou. Depuis 2008, plus rien ne va à la Société nationale des grands moulins du Burkina Faso, SNGMB. Une unité industrielle qui était l'un des poumons économiques du pays des hommes intègres se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Heureusement, cet état de fait va relever bientôt du passé car le gouvernement a décidé de reprendre les activités de la GMB sous le nom de la minoterie du Faso. Et pour assurer le redémarrage effectif, le gouvernement a mis en place les divers organes de gouvernance, la direction générale et le conseil d'administration. Bientôt, nous allons finaliser notre plan d'investissement qui va entrevoir les grandes étapes, notamment en ce qui concerne la mise en place, n'est-ce pas, des équipes et également la réhabilitation des machines, des moulins, et voire acquérir en tout cas d'autres engins plus performants. Les priorités seront d'abord donc de mettre en place une équipe rapprochée, compétente, qui va m'aider à organiser déjà le travail, à suivre les travaux de diagnostic qui sont actuellement en cours au niveau de cette usine. La relance des activités de cette unité dans la cité des paysans noirs se fera sans nul doute avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et certains d'entre eux affichent déjà leur intention d'assister le conseil d'administration pour la réussite de sa mission. Nous rassurons la minoterie du Faso de tout, du soutien et de l'engagement, l'engagement total de la Banque Atlantique à l'accompagner. La minoterie du Faso sera source d'emploi pour la jeunesse des Cascades et le premier responsable de la région s'en réjouit. La région des Cascades fonde beaucoup d'espoir sur cette société, en ce qu'elle va créer des emplois et en ce qu'elle va permettre de faire un pas aussi vers la sécurité alimentaire et certainement que des retombées économiques aussi vont profiter à la région. Au dire du président du conseil d'administration de la minoterie du Faso, le redémarrage réel des activités est prévu pour fin décembre 2013. L'unité aura pour capacité de traitement 150 tonnes jour de farine blé, environ 40 tonnes de son et 60 tonnes de farine de maïs.
Le Millennium Challenge et Compte vient de tenir sa 10e session ordinaire à Koudougou. Cette instance consultative qui réunit le MCA et les populations bénéficiaires a fait le point des réalisations. Des recommandations sont formulées pour permettre d'accélérer les chantiers du MCA en cours de réalisation. Reportage Bouma Ernest Nebié et Yolande Lompo. Les membres du Conseil national du Millennium Challenge et Compte MCA sont en concertation ce 7 novembre à Koudougou. À 9 mois de la fin du programme du MCA, ils veulent faire le point des actions de ce programme sur le terrain au Burkina Faso. Ils auront au cours de cette 10e session ordinaire à examiner les chantiers déjà terminés et ceux qui sont en cours. Nous sommes seulement à 9 mois donc, de la fin du compact. Donc il est un devoir pour nous de regarder, de jeter un regard sur tout ce qui est en train de se faire et de nous prononcer par rapport donc, à ce que nous devons faire pour booster donc, la mise en œuvre des activités à 100% au terme donc, de la réalisation de la mise en œuvre du compact qui va intervenir en juillet 2014. Selon les responsables du MCA, les actions déjà menées sont encourageantes et les recommandations qui seront formulées à l'issue de cette rencontre devront leur permettre d'accélérer les chantiers qui sont toujours en exécution. À la date d'aujourd'hui, nous pensons qu'en regardant que les chiffres, nous sommes pratiquement à 86% d'engagement. Donc sur l'ensemble du compact qui est de 481 millions et à peu près à 57% de taux de décaissement. Mais sur le terrain, il y a eu des avancées à tous les niveaux. Aujourd'hui, on ne doit pas se contenter d'avancer. Nous avons pris un engagement de finir à 100%. Nous sommes dans cette lancée. À la fin de la session, les participants iront visiter un des chantiers en cours de réalisation, celui du bitumage de la route Sabou-Koudougou-Didi. Long de 80,25 km, cette voie dont les travaux ont démarré le 8 octobre 2012 doit être praticable le 7 juin 2014. Des indicateurs pas du tout rouges, pas du tout rose plutôt pour la région du Centre-Nord. En termes d'accès à un assainissement adéquat, le Namatenga affichait un chiffre de 0% entre 2009 et 2010 et le Salmatenga 2,6%. Il fallait agir et vite et Plan Burkina et ses partenaires techniques et financiers se sont engagés aux côtés de 10 communes avec une enveloppe de 2 milliards de francs CFA. Ernest Kambiré s'est intéressé au bilan des 2 premières années de mise en œuvre de ce projet de renforcement de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. Reportage. Ces femmes et ces scolaires du Centre-Nord ont désormais accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat grâce à Plan Burkina et à ses partenaires. Plus de 2 milliards de francs CFA sont mobilisés ici dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de l'accès aux services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement pour réaliser ces ouvrages hydrauliques et construire ces latrines communautaires dans près de 10 communes du Salmatenga et du Namatenga. À mi-parcours de la mise en œuvre du projet, les acteurs impliqués et l'équipe de coordination ici réunis font le point des différentes réalisations et le planning des activités de l'entourage du projet. Pour la deuxième année déjà, je pense qu'on est très satisfait déjà du nombre de besoins exprimés pour réaliser les latrines. Ça veut dire que le message est passé. Nous avons traversé tout de suite une période de la saison des pluies, donc on a dû suspendre à un moment donné pour reprendre dans ce mois de novembre. On va poursuivre avec la construction des latrines familiales. Je pense qu'on peut être satisfait déjà de ce qui est fait. Toutefois, l'équipe de coordination du projet ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'où cette rencontre de Kaya. Je suis déjà très content que l'ensemble des acteurs de mise en œuvre soient présents pour qu'on puisse vraiment faire des critiques constructives ensemble et puis tirer le meilleur profit pour la suite du projet. Il y a quelques difficultés quand même que nous avons rencontrées au cours de la mise en œuvre. Je pense que c'est l'occasion d'en débattre avec l'ensemble des acteurs et de voir exactement quelles sont les propositions de solutions qu'on peut faire. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui on ne peut pas conduire ce genre de projet de telle envergure sans vraiment associer toutes les parties prenantes, et aussi bien dans la définition de la démarche, mais aussi dans le bilan et puis la définition des perspectives.
des latrines familiales et des sessions de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement tant au niveau scolaire que communautaire seront bientôt réalisées et près de 10 000 ménages seront touchés d'ici la fin du projet prévu dans 19 mois exactement. La Confédération paysanne du Faso demande aux dirigeants de la CEDEAO de rejeter la perspective de tarifs extérieurs communs. Cette position a été affirmée au sommet des peuples de la CEDEAO, tenu les 23 et 24 octobre dernier à Dakar. Aux yeux de la CPF, le TEC, dans sa structure actuelle, ne permet pas aux États africains de protéger leurs producteurs. Les explications de Ismaël Diloma Sirima et de Ernest Kambiri. La Confédération paysanne du Faso dit non aux accords relatifs aux tarifs extérieurs communs. Des accords qui prévoient d'ouvrir le marché ouest africain à près de 110% aux produits européens. Et selon les responsables de la Confédération paysanne, de tels accords vont accroître la vulnérabilité de près de 82% des Burkinabés qui vivent exclusivement de l'agriculture et de l'élevage, principaux secteurs visés. Que l'Europe, pour elle, ce qu'elle est aujourd'hui, elle s'est protégée des exportations américaine. Et ce n'était pas à 35%, c'était à plus de 75% qu'ils se sont protégés contre les exportations américaines pour maintenant commencer à travailler et à consolider leur agriculture pour être autant compétitifs. Donc c'est pour cela que nous interpellons les décideurs politiques, notamment le président du Faso, à revoir ses pairs, à ce que par rapport au TEC là, il est insuffisant et il n'est pas protecteur. On a fait plusieurs études qui démontrent que même si l'Afrique de l'Ouest ne signe pas les accords de partenariat économique, elle n'est pas perdante. En les signant plutôt, elle est perd, puisqu'elle n'aura plus sa notoriété. Elle va subir de plein fouet tous les alliés qui vont venir de l'Ouest. Elle sera le dépotoir. Bassia Kadao a également signalé que ces accords ne tiennent pas compte des approches de développement avant de souligner que l'Afrique n'est pas obligée de signer ces accords avec l'Europe car il y a d'autres partenaires comme l'Asie et l'Amérique latine. En matière de politique de ville, l'ONU Habitat et Cities Alliance salue l'œuvre de Simon Compaoré. Ces organisations ont décerné à celui qui fut maire de la capitale 18 ans durant un certificat de reconnaissance, d'appréciation. Reportage Seydou Zon et Yolande Lompo. Simon Compaoré honoré en cette soirée. ONU Habitat et Cities Alliance ont tenu à lui décerner cette plaque en guise de reconnaissance. Ce sont ces 18 ans de gestion à la tête de la commune de Ouagadougou qui viennent d'être récompensés. Et en cette cérémonie d'hommage, les qualificatifs ne manquent pas pour le représentant de l'organisation onusienne à l'endroit de l'ancien maire de Ouagadougou. Vous tenez en cet homme quelqu'un d'extraordinaire, d'une très grande humanité, mais aussi d'une grande humilité, mais aussi d'une grande force d'esprit, d'un dynamisme qui a permis à ONU Habitat, mon organisation, de le reconnaître parmi les leaders qui ont contribué à l'émergence du mouvement des villes en Afrique. Nous l'avons reconnu à travers le prix de Dubaï, nous l'avons reconnu à travers le prix de Bahreïn, à travers les brigades vertes, son œuvre sur l'environnement. Pour sa part, Simon Compaoré a remercié ONU Habitat pour cette marque de reconnaissance envers sa personne. Vous comprendrez que c'est une très grande joie pour moi de savoir que ce qu'on a pu faire en 18 ans est apprécié par des structures telles que ONU Habitat et Cities Alliance. En tout cas, c'est une joie. Je pense que ce n'est pas pour moi seulement, c'est aussi pour la ville de Ouagadougou et c'est aussi pour le Burkina. Alioune Badiane a réaffirmé l'engagement de ONU Habitat à toujours accompagner la commune de Ouagadougou pour l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines au Burkina Faso. La coopération décentralisée est un axe d'appui au développement des communes et des régions. Les régions du plateau central au Burkina Faso et de Guéret-Michel de Paris, de France sont jumelées depuis 2010. Ce partenariat a permis de développer le microcrédit, de financer la scolarisation des filles et d'investir dans l'environnement et la gestion de l'eau. Le partenariat est appelé à se développer. Les autorités régionales françaises et burkinabèses se sont rencontrées à Zignaré pour envisager le futur de leurs relations. Reportage Moussaki. Au siège du Conseil régional du plateau central, le moment est aux échanges avec ses partenaires venus de la commune de Guéret-Michel en France, c'est lundi 4 novembre 2013.
les réalisations en matière de financement des projets des femmes, de la gestion des ressources en eau et de la protection de la nature ont été les moments forts de cette rencontre. Selon le président du conseil régional, cette coopération présente un intérêt capital pour la région du plateau central, d'autant qu'elle permet aux femmes d'être autonomes et surtout aux jeunes filles d'être scolarisées. Le bilan du partenariat est à cet effet satisfaisant. La délégation française a traduit tout son engagement à accompagner les acteurs du développement de la région. Ces 18 citoyens de la commune de Guéret-Michel sont aussi à Zignari pour préparer les activités qui entrent dans le cadre de l'inauguration des infrastructures de production de l'énergie solaire pour alimenter les écoles et les dispensaires de la commune rurale de Zitenga, située à 8 km de Zignari. Le Japon, pour sa part, a mobilisé 46 millions de francs CFA pour construire un CSPS au secteur 31 de Ouagadougou. C'est un projet porté par l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour permettre un accès plus facile des pauvres aux services de santé de base. Issa Cyril Diloma et Adama Koulibaly. D'un coût global de plus de 46 millions de francs CFA, ce don a permis la construction d'un nouveau bâtiment médical ainsi que la réfection et la finition des bâtiments existants au centre médical Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. L'inauguration de ce joyau entre dans le cadre du programme de coopération dont aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine du gouvernement japonais. Je suis très heureux de partager la joie de cette inauguration. Ce projet permet de réaliser à réduire le taux de mortalité infantile et l'amélioration de la santé maternelle. Cette infrastructure vient soulager les habitants du 7e arrondissement qui, pour bénéficier des soins médicaux, parcouraient une distance de 5 km. Ces infrastructures-là, nous en avons besoin beaucoup. En matière de santé, c'est en tout cas la base de toutes choses. Nous souhaitons en tout cas qu'ils nous appuient parce que nous en avons beaucoup besoin. La réalisation de ce CSPS va sans doute permettre au personnel de santé d'offrir des prestations diversifiées, de qualité et de proximité aux populations locales. Très comblé, parce que vous voyez que l'extension de cette infrastructure nous permet d'améliorer notre capacité d'accueil. Parce qu'il y a eu des moments où les malades, il fallait carrément les mettre dehors parce qu'on n'avait pas de place. Mais actuellement, on a la possibilité, plus d'une vingtaine de lits, en tout cas, de mettre nos malades à l'aise. L'entretien de cet édifice incombe à l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de façon à ce qu'il réponde aux attentes des populations. Le gouvernement japonais, par la voix de son ambassadeur, reste convaincu que ce don va contribuer au renforcement des liens amicaux entre le Burkina Faso et le pays du soleil levant. Pendant ce temps, l'association communautaire de développement du Centre-Nord s'engage à doter un acte de naissance à tous les habitants de la région qui n'en disposent pas. Une campagne est lancée à cet effet. Elle va permettre de recenser tous les sans-papiers afin de régulariser leur situation. Reportage Oswald Gaëtan Segda. Selon l'enquête sur la vie des ménages réalisée en 2009, 36% des naissances ne sont pas déclarées au Burkina Faso. 24% d'hommes et 34% de femmes ne possèdent aucun document d'état civil. À Kaya, dans le centre-nord, l'association communautaire de développement ACDCN a choisi de communiquer pour inverser la tendance dans la région. En tant que média communautaire, nous avons décidé de jouer notre rôle, d'ajouter notre pierre à ce qui est déjà fait pour que les populations aient l'information, la bonne information et juste pour pouvoir s'approprier de l'importance des paix d'état civil. Dans sa quête de promotion de l'état civil dans le centre-nord, la CDCN bénéficie du soutien de la présidente du Conseil supérieur de la communication. Je suis sensible à cette question de l'état civil au Burkina. C'est inacceptable qu'au XXIe siècle, des enfants naissent au Burkina Faso sans être déclarés, sans avoir un état civil, qu'on compte encore beaucoup d'adultes au Burkina Faso qui n'ont aucune identité reconnue au niveau officiel. Cela voudrait dire que des gens peuvent naître, vivre, mourir sans laisser de traces. Ce n'est pas normal. Le président de l'association est également promoteur de la toute première chaîne de télévision du Centre-Nord, San Matenga TV, qui émet depuis 2008. Les studios de cette télé
pourront servir de canal de sensibilisation des populations pour leur identification à l'état civil. Camille Guigma succède à Amiad Nitiema et rentre dans la légende des champions de Faso Academy. Le candidat de Ouagadougou l'emporte dans une finale âprement disputée au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané. Les faveurs du public, elles, sont allées au candidat de Koudougou, Emmanuel Ezekias Paré, Issa Cyril Yelemou et Oswald Gaïtan Segda ont signé ce reportage. 20h, Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané, la salle est pleine. Le public attend impatiemment les 5 finalistes. Plus d'une heure après, la compétition démarre. Chaque candidat a droit à 2 interprétations et à une composition personnelle sanctionnée par un jury de 5 membres. À la fin, le verdict tombe. Le premier avec 114 points, c'est Camille Guigma. Guigma Camille, sacré premier de Faso Academy, édition 2013. Avec 114 points sur 150, il reçoit le trophée du vainqueur, la somme de 3 millions de francs CFA et des prix spéciaux. Je suis très heureux et je dis merci à Dieu de m'avoir permis d'obtenir ce lot. Je m'efforcerai de me battre, de travailler encore plus pour pouvoir promouvoir la musique burkinabé. Paré Emmanuel obtient le prix du public. Ses 4201 voix lui offrent 500 000 francs CFA et un engin à 2 roues. Quand on vient à une compétition, on vise toujours la tête. Oui. Mais Dieu a voulu autrement. Je suis très content et je remercie vraiment ce public qui a eu confiance en moi et qui m'a voté. Pascal 5e, Jacob 4e et Eunice 2e reçoivent des prix allant de 200 000 à 1 million de francs CFA. L'édition 2013 de Faso Academy s'achève ainsi. Candidat pour les 3 millions de 2014. À vos marques. Une compétition s'achève, une autre s'annonce et c'est un autre événement RTB, Je Slam pour ma patrie, qui déroule la scène pour des jeunes qui vont s'exprimer. Et c'est du côté du palais Jean-Pierre Guingané où se trouve Évariste Kombari. Bonsoir Évariste. Quel est l'esprit de cet événement, Je Slam pour ma patrie? L'émission s'achève, une autre commence. Nous sommes ici aujourd'hui à la maison de la culture Jean-Pierre Guingané, à l'occasion de la première édition de Je Slam pour ma patrie, ou si vous préférez, Je Slam pour la patrie. C'est une initiative du Service national pour le développement avec l'appui de la RTB. Ainsi donc, nous sommes ce soir pour voir la première édition de ce Slam pour la patrie à Ouagadougou, précisément au Burkina Faso. Il faut dire qu'au départ, ils étaient 65 candidats. Nous y avions présélectionné 25 et ce soir, ce sont les 25 qui vont prester ici. Au fur et à mesure, nous allons éliminer 5 candidats pour rester seulement 5 pour la grande finale prévue du côté de Dori où va se dérouler la fête de l'indépendance de notre pays. Aguima David Chombiano, pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le slam, j'ai avec moi Ombre Blanche, un slameur burkinabé qu'on ne présente plus. Je pense qu'il a quelque chose à déclamer. Mon esprit veut être libre, mon corps livre à tort une guerre pour survivre. Alors je m'évade de tout ce qui me rend ivre. Vivre en accord avec ma passion, c'est ce que j'appelle être libre. Donc laissez-moi vivre en mieux avec le slam, ma vie en mieux. Vous l'avez compris, avec le slam, ce sont les mots qui dansent, ce sont des mots qui touchent. À travers cette compétition, l'objectif est d'inviter la jeunesse burkinabé à s'exprimer du moins à travers le civisme, inviter plus de civisme, de patriotisme et de solidarité afin que nous fondions ensemble une société burkinabé où il fait bon vivre. Durant donc cette prestation, il y aura l'hymne national qui sera chanté par la fanfare de la garde nationale, je crois. Il y aura également des prestations d'artistes, de slameurs confirmés. Nous invitons donc tous les habitants qui sont du côté de Sissin à se déplacer massivement ici dans cette salle pour découvrir qu'est-ce que c'est que le slam, mais aussi pour communier ensemble pour que nous construisions un Burkina Faso toujours meilleur. Merci Évariste Kombari. Grande scène donc pour le slam, c'est sur la RTB. Dans quelques instants, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.